Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo spéciale Nikon. Alors, pourquoi? Déjà, je préviens, je n'en ferai pas sur les autres constructeurs. En fait, il y a deux raisons qui m'amènent à faire cette vidéo. La première, c'est que je constate que sur ma chaîne, les vidéos qui font souvent le plus de vues, c'est sur les Nikon. Alors en particulier, en tout cas, la vidéo, il se trouve, j'en ai je crois un peu plus d'une cinquantaine là, de vidéos sur ma chaîne. Et celle qui a fait le plus de vues et qui symboliquement, pour un petit youtubeur comme moi, a passé justement la barre symbolique des 10 000 vues, c'est un Nikon, c'est celle où je présentais rapidement, donc le Nikon ZF. Voilà, ensuite il se trouve quand j'ai fait ma vidéo de présentation du Nikon Z6 III, elle a fait aussi beaucoup de vues, et le Z50 Mark II, là très récemment, aussi elle se place dans mes vidéos, là dans les dernières que j'ai tournées, les plus vues. Donc c'est bien qu'il y a quand même une attente, je trouve, sur la marque Nikon en particulier. Et la deuxième raison qui recoupe ce constat, c'est que moi-même, j'ai été pendant très longtemps utilisateur Nikon. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie dans le détail, mais je vais essayer d'être bref. J'ai commencé la photo un peu avant mes 20 ans et j'ai eu la chance de pouvoir commencer avec un des très bons boîtiers argentiques de l'époque qui était le Nikon F801. Ce Nikon F801, il apportait déjà, il faut songer, on était à la fin des années 80, il apportait déjà le 8 millième de seconde, la synchro flash au 250e de seconde, et il faut savoir qu'avec ces boîtiers on se servait évidemment beaucoup plus du flash que maintenant, et avoir une synchro flash élevée c'était un point important vraiment. Voilà, plus beaucoup d'autres spécificités. Alors il avait l'autofocus aussi, mais alors c'était les débuts de l'autofocus, juste une petite zone centrée. Bon, alors certes on l'utilisait, là pour le coup on utilisait beaucoup la technique du cadrage-recadrage, pour ceux qui connaissent. Voilà, j'ai gardé ce boîtier pendant pratiquement 20 ans, en fait, et j'ai attendu vraiment d'évoluer quand, toujours chez Nikon, le D200, le boîtier numérique, là pour le coup, réflexe numérique, est sorti en 2005, fin 2005, et là ça a été un peu la révolution parce que c'était le premier boîtier, on va dire, sérieux de Nikon en numérique. Avant il y avait eu le D70, on va dire, mais qui était quand même beaucoup plus amateur. Et là, le D200, c'était le premier vraiment beau boîtier, beau réflexe numérique. Alors, c'était de la PSC, parce que de toute façon, à cette époque-là, on ne raisonnait pas encore vraiment plein format. Alors, il y avait bien Canon, qui sortait à peu près parallèlement à la même époque son premier 5D de la série. Mais justement, alors c'était un plein format, mais il avait des limitations quand même pour tout le reste par rapport à un Nikon D200 qui lui se contentait certes d'un capteur APS-C, mais d'un très bon capteur APS-C en termes d'autofocus, en termes de rafale, de possibilités, donc déjà à l'époque en matière de photo sportive ou animalière. Bon, donc un excellent boîtier, ce Nikon D200, que j'ai gardé aussi longtemps, et il se trouve que c'est la période où moi mes enfants étaient enfants justement, et donc c'est avec ce boîtier que je me suis régalé à faire plein de photos de toutes leurs activités diverses et variées, et notamment sportives. Voilà, puis bon, j'ai évolué évidemment petit à petit, je vous fais pas tout l'historique, mais j'ai fini avec un Nikon D750. Et le Nikon D750, ça a donc été mon dernier boîtier, mon dernier réflexe numérique, puisqu'après je suis passé aux hybrides. Alors le D750, donc jusque-là que des Nikon, voilà. Et le D750, ça a été donc mon dernier réflexe, puisque après, quand j'ai voulu passer à l'hybride, alors notamment pour le côté vidéo, parce que ceux qui ont peut-être encore un D750, ils font sûrement pas beaucoup de vidéos, je pense, ou alors ils ont un autre boîtier.
mais le D750 en vidéo, c'était un peu une tannée, hein. Voilà, pour être clair. Et le passage aux hybrides, tout en restant fidèle à Nikon, parce que c'est une marque que vraiment j'aimais bien, que j'aime toujours bien, hein, je veux dire, ça a été le Z6, le premier Z6. Et le premier Z6, je l'ai beaucoup aimé pour ce passage en douceur, c'est-à-dire que ça restait un boîtier où on retrouvait parfaitement ces marques, hein, par rapport à qui arrivait d'un D750. Un boîtier très bien construit, très bonne prise en main, ni trop gros ni trop petit, mais quand même plus petit qu'un réflexe numérique. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais, justement. Donc très, très bon boîtier, évidemment. Alors en vidéo, c'était le jour et la nuit par rapport à un D750. L'ennui du Z6, vraiment l'ennui, c'est que là où c'était le jour et la nuit dans l'autre sens, c'était l'autofocus. Alors je parle de l'autofocus en continu, hein. L'autofocus en continu que j'avais moi sur le Nikon D750 était bien meilleur que celui du Z6. Et quand je dis bien meilleur, le premier test que j'ai pu faire, c'est un oiseau en vol. Avec le D750, je suivais avec une rafale, la rafale du D750, hein, qui était, je crois, je ne sais plus si c'était 6 ou 7 images par seconde, mais bref, peu importe, hein. J'avais les photos parfaitement nettes d'un oiseau en vol au téléobjectif. Alors la seule petite contrainte quand même, hein, sur un D750, c'est qu'il ne fallait pas sortir de la zone des collimateurs autofocus. Alors quand on dit ça maintenant, on ne voit pas trop ce que ça veut dire, mais sur un réflexe numérique, la zone autofocus, elle ne couvrait pas l'ensemble du champ, hein, du capteur et du viseur. Donc, et particulièrement sur un D750, elle était relativement centrée, hein, cette zone. Donc il fallait quand même faire attention que l'oiseau ne sorte pas de cette zone, mais à partir de là, toutes les photos de la rafale étaient nettes. Et alors le Z6, lui, il pouvait suivre sur l'ensemble du champ, mais alors par contre, la vitesse de suivi autofocus et la sensibilité, j'en sais rien, nul. Impossible de faire correctement ce genre de photos. Et donc, même si j'aimais bien le Z6 pour tout le reste, j'ai fini par le revendre et par acheter le concurrent de l'époque, à peu près au même prix, et qui permettait évidemment là de plus soucier de l'autofocus, c'était le Sony A7 III. Donc j'ai eu le Sony A7 III et là évidemment j'ai retrouvé l'autofocus que j'avais dans le Nikon D750, mais cette fois-ci en plus sur l'ensemble du capteur, et avec en plus la détection des yeux et des visages qui fonctionnait nettement mieux que sur le Nikon Z6. Donc c'était un plaisir à utiliser à ce niveau-là. Et c'est vrai que l'autofocus, ça fait quand même partie, qu'on le veuille ou non, alors surtout en plein format, hein, où la zone de netteté est justement plus faible qu'en APS-C ou a fortiori en micro 4 tiers, l'autofocus, ça reste quand même le nerf de la guerre, hein, pour faire des photos nettes, hein, parce qu'autant on peut rattraper des erreurs d'exposition, autant on ne rattrapera pas un flou, parce que l'autofocus, c'est pas fait, enfin la mise au point, c'est pas fait comme il fallait. Et donc, entière satisfaction avec le Sony A7 III. Alors après, par contre, le Sony A7 III, il avait d'autres défauts, hein, que n'avait pas le Z6, hein, notamment une prise en main quand même moins bonne. Le Z6, il avait déjà le côté entièrement tactile, hein, parce qu'on parle beaucoup de Canon à ce niveau-là, mais à cette époque-là, le Z6 c'était déjà tout tactile, hein. Le Sony pas du tout tactile pour le coup, voilà. Donc ça faisait quand même des différences, et puis pas de switch photo vidéo, etc. Une ergonomie générale quand même un peu moins sympa que le Nikon Z6. Bon, ensuite j'ai eu le A7 IV qui lui a corrigé le tir au niveau ergonomique justement, entre autres, hein, tout en améliorant encore un peu l'autofocus. Et puis parallèlement, je surveillais toujours ce qui se passait chez Nikon, parce que moi, c'est la marque vraiment de cœur, hein, qui, pour moi, enfin, je veux dire, j'entendais bien pouvoir retourner chez Nikon un jour, quoi.
Et puis, est sorti le Z6 II, hein, à peu près en même temps, je ne sais plus, que le Sony A7 IV par là, quoi. Hein. Et le Z6 II, c'était une évolution assez timide du Z6, en tout cas pas suffisante à mon goût, notamment sur l'autofocus, quand on voyait les progrès de Sony d'un côté, puis de Canon, qui, à peu près dans le même temps, a sorti le R6 et le R5, hein, en tout cas le R6 dans la même gamme de prix, où là, l'autofocus franchissait encore un cap. Donc, et la rafale aussi. Voilà, moi je regardais tout ça d'un œil assez triste côté Nikon, alors sachant en plus qu'on était dans une monture fermée, hein, où par contre évidemment chez Sony on avait la monture ouverte, dans le choix des objectifs ça n'avait quand même rien à voir. Bon, voilà, hein, tout mis bout à bout, je me disais, non, je suis pas prêt de repasser chez Nikon. Et puis quand même, à un moment sont arrivés les progrès attendus dans l'autofocus, mais avec quel boîtier? Le Z9. Et le Z9, non merci, enfin moi personnellement je veux dire, hein, pour moi c'est pas ma pratique d'avoir un boîtier aussi gros, aussi lourd et aussi cher, en plus, mais en tout cas ça montrait que Nikon a évolué dans le bon sens. Donc on s'est dit, ça y est, ils vont peut-être quand même descendre au moins cet autofocus dans le milieu de gamme. Il aura fallu attendre cette année, quoi, hein, avec le Z6 III. Alors on a bien eu le Nikon ZF, hein, le fameux qui a fait ma vidéo à 10 000 vues, mais le Nikon ZF c'est quand même un peu une niche, hein, parce que c'est pas le boîtier qui tient super bien en main, avec lequel on va aller faire de la photo de sport, de la photo animalière, même si dans l'absolu il peut le faire. On attendait plus un Z6 III justement, avec toute la technologie du ZF. Et il a mis beaucoup de temps à venir. Moi, entre-temps, je suis passé chez Fuji, après je suis revenu au plein format chez Canon, et depuis j'y suis toujours. Chez Canon, j'ai trouvé vraiment chaussure à mon pied avec le R5 II là, qui me filme. Et puis, si je regarde toujours un peu la gamme Nikon actuelle, je me dis, si j'avais pas un R5 II, ça serait quoi mon équivalent chez Nikon? Ça serait un Z8. Un Z8, non. Un Z8, c'est trop gros, c'est trop lourd. Il n'y a pas en photo, on n'a pas le prédéclenchement en RAW, on n'a pas une rafale qui dépasse 20 images par seconde en RAW, donc non. Toujours pas, et un autofocus qui certes n'a rien à voir avec celui qui était dans le Z6 première génération, mais qui est quand même pas encore aussi bon que celui qu'il y a dans un R5 II notamment. Voilà, donc non, toujours pas. Et si je raisonne en milieu de gamme, alors ils ont sorti le Z6 III, ok. Au niveau de l'autofocus, j'ai vu quand même que les avis sont quand même partagés, hein, suivant les testeurs. Hein. Il y a des testeurs qui disent, il a l'autofocus du Z8, c'est bon, machin. Et des testeurs, moi, que je considère quand même comme fiables, hein, comme Damien Bernal, qui lui répète vidéo après vidéo, podcast après podcast, que l'AF du Z6 III l'a particulièrement déçu, et qui considère même que la version qu'ils ont mis dans le Z50 Mark II est meilleure sensiblement que celle du Z6 III. Alors je ne sais pas où est le juste milieu, mais en tout cas, voilà, pour l'autofocus du Z6 III, certes, lui non plus n'a rien à voir avec celui du Z6 première génération, mais il n'est peut-être pas encore aussi parfait qu'on voudrait, hein, notamment par rapport à la concurrence. Et puis le Z6 III, c'est toujours pareil, il a les mêmes limitations, pas de JPEG en prédéclenchement, pas de JPEG au-dessus de 20 images par seconde, alors qu'on a un capteur que de 24 mégapixels. Un capteur semi-empilé qui fait que son prix est assez élevé, mais qui n'apporte pas non plus vraiment de gros avantages, parce que malheureusement, il est que semi-empilé. Et on ne peut qu'être inquiet de l'avenir du Z6 III quand on sait que là, en début 2025, va sortir à coup sûr le Canon R6 Mark III, qui risque fort de donner du fil à retordre au Z6 III, parce que lui, de tout ce qui se murmure, il aura un vrai capteur empilé, pas semi-empilé.
hein. Quand on connaît déjà les performances d'un R6 II, on est sûr qu'il fera de la pré-rafale en RAW et de la rafale bien au-dessus de 20 images par seconde en RAW. Et puis je pense qu'ils vont corriger le tir au niveau codec vidéo, parce que ça c'est le seul désavantage pour l'instant du R6 II par rapport au Z6 III. Mais voilà. Donc cette gamme Nikon, alors on va finir avec le Z52 qui vient de sortir. Alors certes, c'est une évolution intéressante, un boîtier en plus qui est plutôt bien placé en prix, mais c'est pas très ambitieux. Et j'ai vu là dernièrement l'interview de Nikon par Petapixel, où sur la PSC il n'y a rien à attendre de Nikon, hein. Enfin il n'y a rien à attendre, ils ne considèrent la PSC que comme des boîtiers entrée de gamme, en fait, voilà, hein. Ils n'iront pas dans la démarche de Canon par exemple, qui a fait un R7 et puis dont on attend peut-être un R7 II encore plus ambitieux, ni dans la démarche de Fuji évidemment, en APS-C. Voire même dans celle de Sony, quoique Sony, quand on voit la 6700 finalement c'est guère mieux, mais en tout cas c'est un peu dommage, parce que quand on sait les bienfaits de la PSC en photo justement animalière, ou sportive, ou même tout simplement en photo de tous les jours, parce que les objectifs sont globalement moins chers, plus petits, plus légers, et franchement, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, l'apport du plein format par rapport à la PSC, c'est quand même vraiment à la marge, hein, globalement. Je trouve que c'est dommage aussi cette démarche. Bon, bref, tout ça pour dire que mon Nikon, ça reste quand même ma marque de cœur, hein. Je ne vais pas effacer 30 ans d'utilisation de boîtier Nikon comme ça. Et puis je trouve quand même qu'ils font aussi par rapport à d'autres marques des mises à jour très régulières sur leur boîtier, et que ça c'est vraiment super. Mais je trouve qu'ils ont toujours un petit retard sur la concurrence quand même au niveau de leur gamme. Voilà, et donc on verra bien la suite. En tout cas, je suis quand même ravi de voir que les vidéos sur les boîtiers Nikon font partie des vidéos qui ont le plus de vues sur ma chaîne. On verra bien celle-ci. Merci d'avoir suivi. À bientôt, je pense, pour les sorties de début 2025, le début 2025 devrait être beaucoup plus prolifique que les 6 premiers mois 2024 où absolument rien n'était sorti. Merci, bonne fête de Noël à tous, et je vous dis à 2025. Au revoir.